La jeunesse et la transparence minière ont dominé une journée diplomatique chargée à la primature. 2 audiences, 2 dossiers clés pour l'avenir du pays. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a d'abord reçu Philippe Pollier, sous-secrétaire général de l'ONU, chargé de la jeunesse, en visite officielle pour la première fois en RDC à 32 ans seulement, l'un des plus jeunes dirigeants du système onusien. Au menu, l'appui des Nations Unies à la politique nationale de la jeunesse, notamment l'emploi, la formation et l'entrepreneuriat. Ici, nous sommes venus encore, notre intention particulièrement est de réaffirmer notre volonté à appuyer la RDC sur la révision de la politique nationale de la jeunesse et pour appuyer également sur l'implémentation de la résolution qui porte également des aspects concernant le fait de placer les jeunes au centre des différents processus de maintien de la paix qui ont lieu actuellement. Deuxième temps fort, l'audience accordée à Nassim Benani Kabchi, directeur régional de l'ITIE. Les échanges ont porté sur les avancées de la RDC en matière de transparence minière à l'approche d'une validation cruciale l'an prochain. Nous avons passé en revue les projets majeurs qui ont été clos par l'ITIE, donc l'initiative en République démocratique du Congo, qui ont été financés par le Royaume de Belgique et qui ont porté sur la transparence dans l'artisanat minier, la transparence, le respect des obligations sociales et environnementales des entreprises, ainsi que la modélisation financière des grands projets privés afin de permettre la prévision des recettes et d'aider la République démocratique du Congo à tirer le maximum de ses revenus pour le bien de ses citoyens. Ces projets ont été présentés à des ateliers de haut niveau cette semaine. Ces 2 rencontres confirment la volonté du gouvernement souminois de renforcer ses partenariats internationaux autour de 2 priorités, une jeunesse majoritaire et une gestion transparente de ressources naturelles, moteur du développement national. Vous le savez, la 11e édition du Forum international Makutano s'est clôturée hier et le vice-premier ministre, ministre de Transport et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba, a abordé autour des avancées réalisées dans le secteur de l'aviation, ces textes dans le transport, dans le panel de transport et connectivité inclusive. D'autres membres du gouvernement, tels que le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, étaient présents. Les travaux de la 11e édition du Forum international des affaires Makutano, ouvert hier par la première ministre Judith Suminwa, se poursuivent à l'hôtel Sultani à Kinshasa. En cette 2e journée, différentes personnalités et décideurs ont partagé autour des thématiques telles que l'énergie et le transport. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Molendo Sakombi, a donné les statistiques selon lesquelles un Congolais sur 5 a accès à l'électricité. Une situation qui préoccupe le gouvernement de la République. Nous sommes à 21,5%. Il n'y a jamais eu un accroissement pareil en si peu d'années, presque 200% pour augmenter donc notre desserte. Moins d'un Congolais sur 5 a accès à l'électricité dans les zones urbaines et le taux est encore plus bas. Nous avons commencé à répondre à cette grande demande. Je vous rappelle ici que nous avons 78 000 villages à électrifier. Et sous fonds propres, le gouvernement a commencé à construire des ouvrages dans toutes les provinces de la RDC. Et parlant du transport et de la connectivité inclusive, le vice-premier ministre, ministre de Transport et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba, est revenu sur les avancées réalisées dans le secteur de l'aviation. Je peux vous annoncer que 3 autres avions sont en train d'arriver au mois de janvier au plus tard. Il y aura 2 ATR-72. Les ATR-72, ce sont des avions de plus ou moins 7 ans de place. Ces avions à hélice qui vont être basés l'un à Kisangani, l'autre à Kinshasa. Kisangani pour pouvoir relier Buta, Iziro, Kindu, Beni et Bunia là-dessus. Et à Kinshasa pour pouvoir effectuer des rotations entre Chikapa, Bandunduvi, Kikwit, Mwanda, Matadi, Bumba, Bisala, Bandaka, Gemena,
également. Ces assises de Makutano ont comme objectif de servir de plateforme de dialogue pour renforcer l'écosystème économique de la RDC et de l'Afrique. Restitution de la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes en RDC, toile de fond du briefing de presse tenu conjointement par le ministre de la Communication et Médias et son collègue de l'entrepreneuriat. Regardez. Cet exercice de redevabilité a eu pour thème restitution de la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes en République démocratique du Congo. Ouvrant les échanges, Justin Kalumba Mwanangungo, ministre de l'entrepreneuriat et du développement des petites et moyennes entreprises, a rappelé que dès son premier mandat, il avait lancé un vaste chantier dédié à la promotion de l'entrepreneuriat en RDC. De cette dynamique est né le programme structurant Pronadec, articulé autour de 3 piliers fondamentaux: la capacitation, les crédits et les contrats des marchés. Nous avions ensemble conçu un programme assez pertinent de développement de l'entrepreneuriat dans notre pays. Et donc nous avons compris finalement que c'est plus englobant de parler de l'entrepreneuriat d'abord, parce qu'il y a aussi les très petites entreprises, il y a les micro-entreprises qui ne sont pas forcément des petites et moyennes entreprises. Et donc la réforme a commencé à travers cette conception assez pertinente du programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo, Pronadec. Revenant sur la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, Justin Kalumba Mwanangungo a précisé que l'initiative émanait directement du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon lui, ces travaux ont réuni 475 jeunes aboutissant à 305 recommandations et mettant en lumière 12 fléaux majeurs freinant leur épanouissement socio-économique. L'invité de l'exercice de redevabilité a également mis en exergue 3 axes prioritaires issus de ces assises qui serviront de base à la nouvelle orientation des politiques en faveur des jeunes. Interrogé sur les derniers rapports de l'organisation GED, Patrick Mouyayaka Temboué, ministre de la Communication et Médias, a rappelé qu'aucun président avant 2019 n'avait accordé autant d'importance à la sécurité des journalistes et des professionnels des médias que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si aujourd'hui nous avons du recul en termes de cotation dans les classements de Reporters sans frontières, c'est plus de l'action des supplétifs qui reproduisent les méthodes du père. Vous connaissez le père Rwanda, le fils l'M23. Et les méthodes du père sont connues, ce qu'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'espace pour les journalistes. Et donc maintenant, à vouloir faire une allusion ou des comparaisons des situations, je ne suis pas sûr que ces rapports aient été bien lus. Parce que jamais avant 2019, nous avons eu un président de la République aussi engagé aux côtés de professionnels des médias. Et donc, à un certain moment, nous-mêmes faisons un effort pour reconnaître lorsqu'il y a de progrès et pour dire lorsqu'il y a des défis. De toute évidence, nous, aujourd'hui, nous savons que la sécurité des journalistes est un défi, surtout dans les partis sous occupation. Ici est de rappeler qu'à Stockholm, GED a été honoré du prix international de la liberté de la presse, une distinction majeure, saluant son engagement de longue date pour la protection des journalistes congolais. Comment faire pour sauver l'exploitation artisanale de la RDC? Les parties prenantes de l'ITIE national et international se sont rencontrées au village Silkin de Kinshasa-Ngaliema au nom d'un atelier de dissémination des rapports sur l'exploitation minière artisanale cuivre cobalt. Peggy Mukunda nous en dit un peu plus. Renforcer la compréhension des parties prenantes, contribuer à la mise en œuvre de mesures correctives issues de la validation du rapport sur l'exploitation minière artisanale du cuivre, du cobalt et du zinc (MAP) et évaluer la mise en œuvre des obligations sociales des entreprises minières dans la province du Haut-Katanga et du Lualaba. Autant de sujets au cœur de l'atelier de dissémination de ces 2 études thématiques organisées au village Silkin de Kinshasa-Ngaliema par le secrétariat national de l'initiative pour la transparence des industries extractives. Nous sommes très fiers que les parties prenantes vont s'approprier ces rapports pour un débat public afin que la gouvernance liée à la RSE et à l'exploitation minière artisanale puisse s'améliorer. Il est très important maintenant qu'au niveau de la République démocratique du Congo, ces recommandations se traduisent par des réformes de la gouvernance
pour permettre l'amélioration de l'impact du secteur extractif. Cette rencontre a permis aux parties prenantes d'avoir une compréhension commune, de renforcer les recommandations formulées et d'avoir une meilleure visibilité sur les enjeux concrets. L'étude sur l'artisanat minier est un sujet majeur pour l'économie locale que nous ne pouvons qu'appuyer et pour lequel nous devons orienter nos efforts afin d'avoir une meilleure vision, a signifié le directeur régional du secrétariat international de l'ITIE. La Belgique reste un partenaire engagé pour la RDC. Nous soutenons ces deux rapports pour une bonne coordination, a martelé le représentant du ministère des Affaires étrangères du Royaume de Belgique présent à la rencontre. La directrice générale de l'Office national des produits agricoles du Congo a pris une part active aux travaux du deuxième forum économique RDC-Grèce 2025. Mimi Monga a représenté le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire à ces travaux, nous dit Marthe Bangazakalala. En collaboration avec la Chambre de commerce et développement héléno-africain, il s'est tenu du 24 au 25 novembre de l'année en cours le Forum économique Grèce-RDC 2025 à Athènes. Les assises de cette deuxième édition du Forum ont réuni les opérateurs économiques grecs et ceux congolais. La directrice générale de l'Office national des produits agricoles du Congo, Mimi Monga Numbi, a représenté le ministre d'État en charge de l'agriculture, Mourindo Nzangi Bitondo. Au cours de ces assises, nous avons fait voir à nos interlocuteurs grecs que le pays avance déjà sur le plan de la digitalisation en vue d'un commerce transparent et équitable en ce qui concerne les produits agricoles. Aussi, nous avons fait valoir les produits que contrôle l'Office national des produits agricoles du Congo, qui sont les produits pérennes destinés à l'exportation, qui ont été découverts ici en Grèce, parce qu'apparemment, beaucoup ne savaient pas que nous avons des produits comme la vanille, comme le café, le cacao, comme le quinquina, comme le pidéine, comme autant de produits rares qui viennent de découvrir, et ils sont intéressés à continuer les discussions avec nous. La République démocratique du Congo, sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient aux avancées significatives des développements du secteur agricole afin que la revanche du sol sur les sous-sols ne demeure un simple slogan. Il s'est tenu une formation des journalistes sur la réduction des risques des catastrophes naturelles en RDC. L'objectif était d'outiller les hommes et femmes de médias pour assurer le relais de la sensibilisation de la population sur les effets du changement climatique à travers les émissions, les journaux radio et télévisés. On en parle avec Rodé Panda. Inondations, éboulement du sol à chaque tombée de pluie, réchauffement climatique, sans être exhaustif, sont là les effets du changement climatique à la base des catastrophes naturelles que subit le monde entier. Plus de 10 journalistes des différents médias de la ville de Kinshasa sélectionnés pour suivre la formation sur la réduction des risques de catastrophes en RDC. Cette session organisée par Hub RDC Star Network, une structure spécialisée dans la gestion des catastrophes à travers le monde, est basée essentiellement sur comment prévenir et éviter tout risque de catastrophes naturelles. Durant 3 jours, ces femmes et hommes des médias ont été outillés avec des thématiques centrées sur la manière d'atténuer le dégât avant, pendant et après. Il fallait outiller les journalistes sur comment chercher une bonne information, lutter contre les fake news. Et avec déjà l'intelligence artificielle, on peut des fausses informations. Et si le journaliste n'est pas outillé en ce sens, il risque de les relayer tel qu'il est reçu. Et là, ça crée plus de problèmes. Nous avons beaucoup apprécié l'engagement des journalistes. Ils sont conscients que les inondations, c'est un problème sérieux dans la capitale Kinshasa et que ça demande que chacun puisse apporter son apport dans la lutte contre les inondations. C'est ainsi qu'ils se sont engagés à mener des reportages, faire des couvertures médiatiques en vue de sauver les vies humaines dans la capitale Kinshasa. Et aussi un développement de la capacité de résilience collective pour que les efforts soient déployés et agir sur les inondations qui continuent à endeuiller la capitale. Un réseau de journalistes spécialistes dans le domaine des catastrophes naturelles a été mis en place pour accompagner les populations des communes sélectionnées.
La société civile du Nord Kivu se joint aux élus nationaux ressortissants de Walikale pour condamner l'avancée de troupes étrangères dans le site de Mutongo, zone stratégique dans l'approvisionnement des militaires sur l'axe Massissi. Bobo Anan Mukondi. Malgré la signature de l'engagement de cessez-le-feu à Doha entre le gouvernement congolais et les M23 AFC, il s'observe sur le terrain une volonté manifeste de non-respect de ces engagements par les groupes M23 AFC, officiellement soutenus par le Rwanda. L'honorable Willy Michiki alerte et appelle à ses agresseurs à se conformer aux prescrits des engagements pour faire régner la paix dans ces zones, comme le souhaite le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces forces négatives continuent d'occuper certains sites à Walikale et tentent de progresser ailleurs. Il y a un autre groupe qui est en train d'avancer de Nyabiondo vers Mutongo, qui est le plus grand centre stratégique de Walikale, comme deuxième cité, puisqu'à partir de Mutongo, on approvisionne presque tous les fronts militaires sur l'axe de Massissi. Donc c'est Mutongo qui vivait, puisqu'ils n'ont pas pu entrer par Pinga, maintenant ils contournent. Et dès qu'ils sont à Mutongo, ils passent par Kiboua, ils sont facilement à Walikale. Donc il y a vraiment une menace sérieuse. Et les Wazalendo, malheureusement, n'ont plus d'approvisionnement depuis quelques temps et ça pose vraiment un problème très sérieux. Inquiet, cet élu de Walikale alerte sur le danger qui guette certaines cités stratégiques, notamment celle de Mutongo, centre stratégique d'approvisionnement de tous les fronts militaires sur l'axe de Massissi. Pourtant, la signature de ces engagements marque la responsabilité des deux parties dans un processus de paix durable. Et dans la province du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire de la PNC appelle à l'enrôlement de la police. Regardez. À mission d'inspection, c'est mardi 25 novembre 2025. En ville de Butembo, le commissaire provincial a rencontré les forces de l'ordre lors d'une parade spécialisée organisée au stade André Vanevel devant les policiers, officiers et agents subalternes rassemblés à différentes unités. Le commissaire divisionnaire adjoint Dieudonné Makambo Gimba a transmis le message du commissaire général de la PNC lancé depuis Kinshasa, soulignant la nécessité de la discipline et du patriotisme, notamment pendant cette période marquée par une crise sécuritaire persistante dans la partie orientale de la RDC. Il faut qu'il y ait une nette différence entre ceux qui sont dans des zones occupées, là où les terroristes sont en train de torturer nos frères et sœurs. J'ai insisté à nos hommes de travailler ensemble avec la population et de ne pas accepter que des cas pareils puissent être enregistrés ou constatés ici chez nous. Ces patrons de la PNC au Nord Kivu a également assuré que des dispositions, notamment les renforts des effectifs, sont déjà à place pour garantir la sécurité durant les festivités de Noël et du Nouvel An. Il a en outre exhorté la population civile à collaborer activement avec les forces de l'ordre pour une sécurité optimale. C'est numéro 1 de la police au Nord Kivu a par la même occasion appelé la communauté à s'approprier l'opération à court des recrutement des jeunes policiers. Notre devise. Et dans la province du Kasaï, l'autorité provinciale a procédé au lancement de la campagne de vaccination gratuite contre la poliomyélite. Regardez. Plus d'1 million d'enfants de 0 à 5 ans vont du 27 au 29 novembre 2025 bénéficier des 4 gouttes du vaccin contre la poliomyélite dans les 26 zones de santé du Kasaï central, dont la stratégie est les porte-à-porte. Statistiques rendues publiques au lancement ce mercredi par le gouverneur Joseph Moïse Kamboulounkonko des journées nationales de vaccination contre cette épidémie à partir de la commune d'Nganza. Réitérant l'engagement de partenaires techniques et financiers, Dr Séraphin Pételo de l'UNICEF a indiqué que des appuis importants sont disponibles pour accompagner les gouvernements dans ces efforts d'éradication de la poliomyélite et autres maladies évitables par vaccination. Notre objectif est de vacciner tous les enfants cibles pour les protéger contre cette maladie dangereuse. Donnant l'ego, le gouverneur Kamboulounkonko a rendu hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ses efforts dans les secteurs sanitaires. L'autorité provinciale en a profité pour interpeller la conscience des organisateurs, parents et tuteurs d'enfants pour le bon déroulement de cette campagne. Tous ceux qui ont la petite charge de coordonner cette activité, d'être conséquents. Partout où nous apprendrons que les superviseurs, les médecins chefs de zone,
ont failli à leur mission pour que les listes n'arrivent pas en temps réel là où elles doivent être pour qu'on paye les compatriotes, eh bien, ces gens-là seront sévèrement sanctionnés. Chers parents, vous êtes tous invités, vous aussi, à garder les enfants à la maison pour les faire vacciner gratuitement. Sachez que plus les enfants sont vaccinés, plus ils sont protégés contre les maladies impitoyables. Cette activité s'est déroulée en présence de la ministre provinciale de la Santé, membre du Conseil provincial de sécurité, ceux du gouvernement, bourgmestres et corps soignants avant la vaccination symbolique dans les ménages ciblés. Même exercice dans la province de la Chuapa où plus de 500 000 enfants de 0 à 59 mois seront vaccinés contre la poliomyélite. À Boindé, le gouverneur intérimaire de la Chuapa, Albert Le Grand Bokongo Bokoma, a procédé ce mercredi 26 novembre 2025 à l'école primaire d'application Salongo au lancement officiel de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Cette opération couvre l'ensemble de 12 zones de santé de la province. La cérémonie, marquée par une caravane motorisée de prestations folkloriques et de scénettes et sensibilisation, s'est déroulée en présence des autorités politico-administratives, de la société civile, de notables et ainsi que de partenaires techniques et financiers. L'expert en santé publique en charge de communication à la division provinciale de la santé Chuapa, Saddam Imambo, s'est dit satisfait du déroulement de l'événement. Il a précisé que 497 756 enfants âgés de 0 à 59 mois sont attendus pour cette campagne à l'échelle provinciale. La polio n'a pas le médicament. Le grand moyen de lutte et le grand moyen, c'est la prévention qui passe par la vaccination. C'est pourquoi nous demandons aux parents et aux gardiens d'enfants de demain jusqu'au 29 de faire vacciner les enfants au passage des vaccinateurs. Le vice-gouverneur a, pour sa part, rendu des hommages appuyés au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et a exhorté le parent afin de garantir un avenir meilleur à la jeunesse de la Chuapa. Dégradation de la piste d'atterrissage de l'aéroport de Chuapa causée par les eaux de pluie. Le commandant de la RVA Chuapa, François Kazungila, lance un cri d'alarme. Franklin éclaire Kalombo pour le reportage. Construit depuis 1954 par la Fourminière, l'aéroport national de Chikapa, qui se trouve à l'heure d'aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé au niveau de sa piste d'atterrissage, ne reçoit plus de vols en provenance de Kinshasa et ailleurs depuis samedi dernier suite à la dégradation de la piste causée par les eaux de pluie. François Kazungila Kitaka, commandant RVA Chikapa, qui s'est confié à notre micro après une ronde effectuée ce jour sur la piste d'atterrissage de cet aéroport, explique pourquoi il a pris la décision interdisant l'atterrissage des avions à Chikapa. Nous avons pris la résolution de fermer, c'est à titre préventif, parce que nous ne pouvons pas prendre ces risques. Je crois la dernière pluie qui s'est abattue chez nous ici, la pluie a commencé de 23h à 6h du matin. Comme nous n'avons pas un bon système de drainage, alors tous les puits que nous avons mis le long de la piste pour retenir l'eau étaient remplis. Et toutes ces eaux-là de la pluie se sont déversées sur la piste. Ça a vraiment bousillé les travaux que nous avons faits la semaine passée pour boucher le trou qui s'était créé, au point que nous avons trouvé dans certains endroits des trous de profondeur de plus ou moins 30 cm. Les avions, ce sont des machines très sensibles. Moindre secousse, moindre coup, c'est le choc au niveau de l'appareil. Cette piste est également menacée par ces ravins très actifs qui progressent chaque jour qui passe. Il s'y est de rappeler ici qu'un montant de 400 000 $ américains a été donné il y a peu à l'entreprise Horizon Massamba Corporation à travers le projet SICOMINE pour le démarrage des travaux de construction et modernisation de l'aéroport de Chikapa. Fort malheureusement, ces travaux n'ont jamais démarré. Ces 3 conteneurs vides, enfermés dans cet enclos, c'est tout ce qui est par rapport à ces projets de modernisation de l'aéroport de Chikapa. Vous l'avez corrigé avec moi qu'il s'agissait de la dégradation de la piste d'atterrissage de l'aéroport de Chikapa et non de la Chuapa.
Dans la province de l'Ituri, la route Ninzi-Bakombe devient accessible et praticable. C'est le résultat et le fruit de travaux acharnés qui mènent les forces armées sous le commandement du gouverneur militaire de l'Ituri. Longtemps coupée du reste du territoire, la route reliant l'agglomération de Nizi en chefferie de Mambisa à Bakombe, dans le secteur de Walendu-Djatsi, est aujourd'hui réouverte. C'est après la décomposition de la milice RP Zahir de Thomas Lubanga par les forces armées dans la zone, ainsi que la sensibilisation communautaire à la cohabitation pacifique. Ces retours à la circulation sur cet axe vital illustrent les efforts de la restauration de l'autorité de l'État imposée par les forces régulières sous la houlette du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. La sécurité et les routes accessibles riment ensemble avec, comme conséquence, les échanges communautaires, favorisant ainsi la reprise de la cohabitation pacifique entre les communautés Lendu et Hema. Paul Matata Dramani, président de la communauté Lori Djati Sud, a salué les franchissements de cette étape ayant débouché à la réconciliation. Ici, nous sommes sur la route Bakombe, secteur de Walendu-Djatsi, dans le groupement Dzna, qui vient dans le village Bakombe, qui relie directement Mambisa à travers le groupement Tratibo avec le groupement Dzna. La route ici nous aidera pour la pacification, groupement Taratibo avec le groupement Dzna. La réouverture officielle de la route Nizi-Bakombe est prévue dans les prochains jours. Elle affirme non seulement le désenclavement des deux communautés, mais aussi l'ancrage progressif de la paix. L'état des sièges montre ici que la combinaison de l'action militaire et du dialogue communautaire peuvent ramener la stabilité dans les zones autrefois en crise sécuritaire. Et toujours dans la province de l'Ituri, la population appelle à l'asphaltage de la route nationale numéro 27. État de la route nationale RN27, les voix s'élèvent pour plaider en faveur de sa réhabilitation. La plus récente est celle de l'opérateur économique de l'Ituri, James Kenda. Cet importateur de Renault dans la région dit reconnaître l'importance de cette route qui relie Komanda à Golé, à la frontière avec l'Ouganda, d'où proviennent beaucoup de produits en passant par Bunia. L'état de la route RN27 n'est pas bon. Il faut l'asphalter. Nos camions avec des marchandises à l'importation connaissent de sérieuses difficultés. Que le gouvernement signe des contrats avec des entrepreneurs pour son asphaltage. Nous voulons être comme ceux qui font Kinshasa, Matadi, Lubumbashi, Kolwezi, Kasum, Balesa. Si cela se produit ici chez nous, ce sera une très bonne chose pour le développement de ce coin du pays. Nous plaidons que ce marché de construction de la route RN27 soit accordé aux entreprises locales. Une façon pour le gouvernement central de les soutenir et les encourager. Pour ces travaux, James Kenda veut voir le gouvernement congolais privilégier les entreprises des fils du coin pour leur exécution car elles ont prouvé leur capacité dans ces secteurs. Les fils de Haru a salué les travaux d'infrastructure réalisés en Ituri, particulièrement à Bunia, par le gouvernement central et l'administration militaire. C'est le cas des routes urbaines à Bunia, l'université de Bunia et l'aéroport de Murongo, dont les travaux connaissent des avancées significatives pour accueillir des gros porteurs. Je me réjouis de la construction de l'Unibu et l'aéroport de Murongo ici à Bunia. Je félicite le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et le gouvernement central pour ses œuvres réalisées dans cette province de l'Ituri. Notons que l'Ituri est l'une des provinces du dernier démembrement qui fait la fierté de la RDC avec son développement. L'Académie des Beaux-Arts a lancé sa rentrée scientifique sous le signe de la préservation du patrimoine culturel. Elle a mis en lumière les enjeux de la conservation et de la restauration des œuvres d'art, une démarche qui ouvre une réflexion profonde sur la transmission de ce patrimoine. Reportage. Garder intacte une œuvre d'art, patrimoine culturel, sans l'altérer, un exercice scientifique complexe.
qui fait appel à deux notions, la conservation et la restauration. C'est à travers cette démarche que l'Académie de Beaux-Arts a effectué sa rentrée scientifique. Plus qu'une simple reprise d'activité, il s'agit, selon le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, Henri Kalama Akoulez, d'un moment de réflexion profonde à la question comment préserver et transmettre les patrimoines culturels tout en saluant la qualité des enseignements dispensés au sein de son établissement. Pour les étudiants, encore en cours de parcours, œuvre pour prolonger le plus longtemps possible la vie de l'ensemble des biens patrimoniaux et comme des bons médiateurs culturels, par leur travail, ils renforcent la transmission aux générations futures, le message et la valeur patrimoniale majeure des objets qu'ils soignent. Ainsi, je déclare ouverte la rentrée scientifique à la mention conservation et restauration d'œuvres d'art. S'en est suivi une exposition des œuvres d'art des étudiants de l'Académie des Beaux-Arts, une manière de présenter à l'opinion les degrés élevés du savoir acquis dans la sauvegarde du patrimoine culturel avec l'accompagnement de partenaires dans les centres Wallonie-Bruxelles. Place à présent à la revue de presse dans une présentation et sélection de